Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cet épisode numéro 8 du webinaire Le futur des opérations, dédié à un nouveau concept de planification industrielle qu'on a appelé NoChain. Dans le contenu de ce webinaire, on va rappeler un contexte que vous vivez tous, donc on ira assez vite, mais pour rappeler un peu à quel point ce contexte auquel sont confrontés les supply chains se sont tendus, on va dire, sur un certain nombre de sujets. On commencera d'ailleurs par parler des limites des méthodes traditionnelles de planification industrielle à travers quelques exemples assez pratiques et simplifiés, on va dire, pour ensuite présenter le concept NoChain et les différents principes qui le sous-tendent et ce qu'il permet d'obtenir en termes de résultats. Et on terminera par des principes d'implémentation qu'on a pu mettre en place chez les clients industriels chez qui on a mis en place NoChain Planning. On est 3 autour de la table aujourd'hui. Je m'appelle Fabrice Corbière, je suis un des associés d'Argon & Co. Je suis spécialiste en transformation des supply chains de mes clients et j'ai un goût particulièrement prononcé pour la partie industrielle de la supply chain, toute sa complexité et la manière dont on peut la planifier de manière la plus efficace possible. Florent Socia, ça fait maintenant 17 ans que je fais du conseil sur les sujets de supply chain industrielle dans les secteurs aéronautique, luxe, pharma, dermo. Et Jonathan Barca, je suis en charge de la communauté supply chain industrielle chez Argon & Co et travaille également sur les sujets de planification de la partie amont des entreprises. Merci à tous les deux. Donc ce webinaire va durer à peu près 45 minutes pour la partie principale. Il y aura ensuite une session de questions-réponses d'une quinzaine de minutes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le flux. Johanna, qui est derrière les caméras, pourra nous passer un certain nombre de questions à la fin. Je vous en remercie par avance. Alors, la partie industrielle de la supply chain, je vais enfoncer les portes ouvertes pour tous ceux qui nous regardent, mais peut-être rappeler 3 ou 4 ou 5 en l'occurrence caractéristiques de ces supply chains qu'on a à gérer maintenant dans les entreprises industrielles. La première est celle qui est vraiment arrivée dans le new normal, comme on dit, qui est la fragilisation des chaînes d'approvisionnement. Plus personne ne peut dire aujourd'hui qu'il travaille avec des approvisionnements à capacité finie, avec des fournisseurs à qui on peut faire les pieds au mur. Clairement, les chaînes d'approvisionnement deviennent une des contraintes à prendre en compte dans la planification de nos usines. Le deuxième sujet, c'est qu'on peut avoir des flux, notamment dans certains secteurs, qui sont assez complexes, plusieurs niveaux de nomenclature, des usines fournisseurs, des usines clientes. Et évidemment, ces flux se reconfigurent assez régulièrement. Il faut savoir prendre en compte cette configuration complexe dans la manière dont on planifie. Le troisième élément, si on sort un peu de la technique de la planification, c'est sur l'humain. De plus en plus, l'humain est au cœur du système de planification. De plus en plus, on voit que les planificateurs souffrent parce qu'ils sont sans arrêt en train de traiter des messages d'alerte du MRP ou de leur système de planification, parce que tout bouge sans arrêt. Et on voit beaucoup de gens qui se découragent, voire pire, dans le rôle de planificateur. Or, c'est un rôle qui est clé. L'enjeu, c'est vraiment de former et de retenir ces personnes-là, toutes les équipes de planification, d'approvisionnement, etc. Le quatrième élément, il n'est pas nouveau. D'ailleurs, certaines méthodes de planification récentes sont parties de là. Une demande toujours plus volatile, des clients qui changent d'avis assez fréquemment, des inversions de tendance assez fortes. Dans le B2C, évidemment, je rappelle le rôle un peu particulier des influenceurs. Mais ce qu'on voit dans le B2C se propage dans le B2B. Et la demande est de plus en plus compliquée, surtout sur certains secteurs, à apprécier. Et c'est pourtant la base qui doit tirer la planification. Et enfin, le dernier élément, je dirais, c'est l'aspect un peu sustainability de cette planification. On en reparlera tout à l'heure. Tout ce qui est lié notamment à la transition écologique, l'interdiction de destruction d'invendus dans certains secteurs, l'enjeu pour la plupart des entreprises maintenant à basculer d'un transport aérien à un transport maritime, tout en maîtrisant l'impact que ça a sur l'ensemble de sa chaîne industrielle. Voilà, c'est vraiment, on a mis le focus sur ces 5 sujets, il y en a probablement encore qui montrent à quel point les supply chains se sont complexifiés, notamment sur la partie industrielle. Et du coup, c'est dans ce contexte-là qu'on observe de plus en plus le fait quand on est dans une chaîne, et on l'a représenté comme telle,
une chaîne de planification où il y a plusieurs niveaux de nomenclature, il y a plusieurs ateliers, il y a plusieurs usines potentiellement, eh ben, on perd assez vite en fait, le sens de la demande client, on perd la demande client complètement et on finit par être enchaîné aux décisions de planification qu'ont pris nos clients immédiats dans la chaîne. Et donc ça se traduit par une instabilité assez rapidement des planifications, par le fait de devoir refaire des planifications, de perdre le sens de ce qu'on fait, de passer beaucoup de temps à stabiliser une planification qui vibre par construction, surtout quand on est contraint de travailler en silo, voilà, parce qu'on est 2 sites industriels ou parce qu'on n'a pas une communication toujours au top entre les différents services de planification. Donc voilà, les supply chains, leur contexte se tend, les principes de planification historiques ont vraiment beaucoup de mal à répondre aux enjeux de ces supply chains. Et je propose en fait à Florian de nous présenter 3 ou 4 exemples assez simples, mais qui feront bien comprendre les limites du MRP. Florian. Alors je vais déjà revenir sur ce que disait Fabrice, c'est-à-dire que historiquement, il y a un constat qui est fait depuis pas mal d'années sur les sujets du MRP, constat qu'ont pu faire les gens des DMRP, consistant à dire maintenant nos supply chains elles sont très difficiles à piloter parce qu'il y a un effet bullwhip, un effet de propagation des vibrations et de leur amplification, et une grande difficulté à suivre les priorités. Ce constat, il est bien, mais il est un peu insuffisant au sens, mais ça vient d'où? La vraie question fondamentale, c'est d'où viennent ces vibrations, d'où viennent ces pertes de priorité. Et nous, ce qu'on va chercher à faire là dans les 3-4 exemples, c'est d'aller revenir sur les inducteurs de la mécanique MRP qui amènent à ces effets bullwhip, qui amènent à ces effets de perte de priorité ou d'agilité, pour qu'après on arrive à trouver les bonnes solutions, ou en tout cas pour introduire la méthode No Chain Planning qui part de ces constats-là. Et aller plus loin juste sur il y a un effet bullwhip. On va prendre 3-4 exemples et on va prendre 3-4 exemples sur comment, sur une base de fonctionnement d'un MRP. Alors en quelques secondes, je vais rappeler un fonctionnement d'un MRP. On va prendre ici un secteur simple, en tout cas simple à expliquer dans son modèle de fabrication, par exemple la dermocosmétique, sur lequel en Asie, par exemple, on va demander à fin avril 1000 unités d'une crème, sur lequel on va transporter les marchandises sur le mois d'avril. Sur le mois de mars, on va s'être mis un peu de sécurité, une marge de sécurité, et on va conditionner, remplir et mettre sous étui le produit au mois de février pour nécessiter un approvisionnement de pots, d'étui et évidemment la fabrication en elle-même de la crème à fin janvier. Ça, c'est le mécanisme standard d'un MRP, rétro-planning, des délais, des quantités, et tout ça amène des quantités et des dates pour planifier et approvisionner. Alors, on va prendre un premier exemple, et c'est là où, pour essayer de voir un peu comment les choses se gâtent. Si on prend un exemple assez courant, un fournisseur qui dévie a un problème chez lui, et prenons l'exemple ici d'un étui qui va décaler de 15 jours avec un fournisseur qui décale de 15 jours. Dans une logique MRP traditionnelle, on va avoir un message d'exception qui dit « attention, c'est pas bien, il faut recaler absolument cette commande d'appro ». Mais si on prend 2 pas de recul, qu'on regarde un tout petit peu plus au-dessus, on se dit bah oui, mais j'aurais peut-être pu planifier 15 jours plus tard mon produit fini. Et dans les faits, j'ai une consommation de ma sécurité. Et du coup, quand on prend ce recul-là, on se dit oui, il y a un problème, mais il n'est pas si grave que ça. Et le pas si grave que ça, c'est bien un des premiers problèmes de la supply, c'est qu'en fait, on a dans un mécanique MRP une seule date. Donc on est sur un mouvement on-off et on est jour-nuit et on est vraiment incapable de traduire parfaitement les priorités et les conséquences sur la demande client d'un retard fournisseur. Et ça amène ce premier sujet qui est, dans une logique MRP, pour le fond, on a une vraie perte des priorités. Je vais juste prendre un chiffre. Quand on regarde les ERP de nos clients, en moyenne, 30% des ordres portent des messages d'exception. Dit autrement, à partir du moment où 30% de ce que je manipule a je dois avancer, je dois retarder, on ne sait plus donner des priorités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, deuxième exemple, j'ai toujours ce même fournisseur qui décidément a décidé d'être parfaitement délinquant, livre à mi-mars ses étuis, et
sur le départ, un plan qui n'est pas recalé. Donc déjà, ça amène évidemment là, dans ce cas-là un plan qui n'est pas réaliste, au sens ce produit fini-là, je ne peux évidemment pas le terminer fin février, vu que mes étuis ne sont pas là. Et surtout, plus grave, j'ai un client qui n'est pas prévenu et une organisation de ma supply chain aval, c'est-à-dire le déploiement, le choix de route, bateau, avion, etc., qui ne se fait pas faute de visibilité. Donc ça, c'est un vrai problème. Et ce qu'on fait tous depuis 20 ans, quand on fait de la supply chain industrielle, on dit il faut planifier. Et donc, planifier, c'est se dire qu'à un moment donné, je vais recaler ce produit-là pour pouvoir faire quelque chose qui est réaliste. De ce fait, acter des retards et pouvoir organiser ma supply chain aval. Mais en ayant fait ça, je vais avoir au bout de ma chaîne un approvisionneur et des planificateurs qui ont perdu la vision des priorités. L'étui est maintenant à l'heure alors qu'il était en retard précédemment et les autres sont même carrément en avance. Et ça amène finalement le deuxième sujet fondamental et le deuxième problème fondamental du MRP, c'est qu'il n'a qu'un seul signal. On est obligé d'un arbitrage permanent entre je construis un plan réaliste et d'une certaine manière je perds les priorités sur ma supply chain, ou je ne construis pas de plan réaliste, je garde mes priorités, mais de facto je suis incapable quelque part d'organiser ma supply chain aval et ou ne serait-ce que de prévenir mon client. Et ça amène, si on tire encore plus loin le sujet, quand on a des supply chains très complexes, on va trouver à certains nœuds de nomenclature ou sur certaines usines, des gens qui décident de faire un plan réaliste, d'autres qui ne le font pas. Et donc quand on se retrouve tout au bout, de toute façon, on a un signal qui est un patchwork de décisions, de plan réaliste où je garde les priorités, qui amène un signal absolument ininterprétable. Et évidemment, des vibrations importantes. Le dernier exemple, c'est la demande qui bouge. Alors ça arrive presque jamais. Et où des ventes qui vont globalement être beaucoup plus fortes qu'attendues. Et pour lequel, évidemment, pareil, dans une logique MRP, instantanément, on va dire, côté produit fini, c'est pas bien, il faut recaler, il faut le produire plus tôt. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, on a la suite de la nomenclature, les appros ou ceux qui fabriquent la crème, qui pensent que ça va toujours bien parce que, pour l'instant, comme le produit n'est pas recalé, tout va bien. Et le problème de la plupart des supply chains, alors dans tous les secteurs, évidemment dans les secteurs complexes, dans l'aéro, dans l'horlogerie, on a des cycles qui peuvent être très longs de planification et l'acte de planifier tel qu'on vient de voir là va prendre des jours, voire des semaines, voire même des mois pour se propager dans toute la supply chain. Et le problème de tout ça, c'est que à la fin des fins, quand ce recalage est fait, d'un coup, on a le bas de cette supply chain qui s'aperçoit qu'elle est en retard, mais elle s'en aperçoit le plus souvent bien trop tard et n'a plus les moyens d'agir. On ne peut plus agir, on s'aperçoit au dernier moment. Et ça, c'est d'autant plus vrai, là on prend un exemple, on va dire, intra d'une entreprise, mais dans des longues chaînes d'approvisionnement avec des fournisseurs de rang 1, de rang 2, et si on prend l'exemple du secteur aéro, un mouvement des rangs avions, enfin des cadences avions chez Airbus, à quel moment il va se retrouver chez les fournisseurs de rang 1, chez les fournisseurs de rang 2, ça peut mettre des mois pour que ça finisse par arriver aux fabricants de brutes de fonderie, par exemple. Et donc ça amène un troisième effet pervers du MRP, c'est qu'il est séquentiel. C'est-à-dire que pour qu'à la fin on découvre ce qu'il faut vraiment faire, il faut que chaque étape planifie et ça peut prendre du temps. Et ça, c'est presque un des points fondamentaux du manque d'agilité d'une supply chain. Tout le monde se bat pour l'agilité et la mécanique MRP intrinsèque est un facteur énorme de manque d'agilité. Le dernier point, il est aussi simple à comprendre, c'est que cette logique MRP tout aussi défaillante qu'elle est, le problème c'est qu'elle se propage même pas dans un certain nombre d'autres fonctions, comme la qualité, comme les méthodes, les achats, etc. Et donc quand on est dans ces fonctions qui sont très importantes pour la livraison, quand on prend, je vais reprendre à nouveau l'exemple du secteur aéro parce que ça mixe un peu toutes ces complexités, à un moment donné,
Quand on va livrer des équipements, des moteurs d'avion, etc., c'est pas juste une question de charge capa ou d'approvisionnement, c'est une question de qualité de chacune des étapes de fabrication, et c'est une question d'avoir les gammes au bon moment. Et quand on prend des qualiticiens, ils ont des tonnes de dérogations sur chaque article ou pièce, et la capacité de prioriser ces dérogations, de savoir à quelle date il faut les livrer, quel est l'impact, elle est quasi nulle. Et donc on se retrouve avec tout un tas de fonctions qui sont quasi aussi importantes pour livrer le client final, qui finalement sont parfaitement aveugles. Et ça amène ce quatrième point de la logique MRP, c'est que pour le fond, elle se décline vraiment imparfaitement sur un certain nombre de fonctions qui sont fondamentales dans la planification. Et ça, on le reverra par la suite, mais c'est une vraie conviction qu'à un moment donné, la planification, elle est regardée de manière très étroite sur juste le sujet de la charge capacité, et que pour le fond, la planification, elle doit être regardée de manière beaucoup plus large, parce que dans beaucoup de secteurs, beaucoup d'autres services sont impliqués dans cette performance. Merci Florian pour ces exemples qui montrent voilà, les limites d'une méthode de planification qui a eu le mérite d'exister pendant des dizaines d'années, mais qui a des limites assez significatives. Donc par rapport à ces limites-là, si je me remets 10-11 ans en arrière, on commençait à peine, d'ailleurs avec Florian et d'autres collègues, on commençait à peine à aider un de nos clients dans la cosmétique à sortir d'une crise d'approvisionnement, de gestion des appros, de gestion interne de la planification. Et on commençait, ça remonte à 10-12 ans, à développer ce concept. Ce concept, à force de l'appliquer chez nos clients, il s'est enrichi et il est devenu un tout complet et cohérent, et qu'on est hyper fiers de vous présenter aujourd'hui. Est-ce que, Jonathan, tu peux nous expliquer les principes qui sont derrière ce concept? Avec plaisir. On vous parle donc de Node Chain Planning. Node Chain Planning, ça repose sur deux principes fondamentaux qu'on va voir l'un après l'autre. Le premier principe, c'est le doit-faire. Le doit-faire, c'est quoi? C'est le fait de donner la visibilité à tous les acteurs de la supply chain de quelle est la demande client et la demande qu'il doit suivre. Je précise bien la demande client parce que, comme l'a dit Fabrice en introduction, aujourd'hui dans les processus classiques, chacun n'est pas connecté à la demande client, mais il est connecté à la demande de l'étape qui est juste après lui, qui lui-même est connecté à la demande de l'étape planifiée, qui elle-même est connectée éventuellement à la demande client. Donc en fait, on se retrouve avec une perte d'information de la demande client. Donc là, l'objectif, c'est, en prenant naturellement en compte les délais, les jalonnements, les délais de traversée, de donner à chacun, de la fabrication aux approvisionneurs et même plus largement, de quelle planification il doit tenir pour servir le client et servir le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc l'objectif, c'est bien de donner ce signal de « doit faire ». Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois planifier pour tenir le délai client, et donc en prenant en compte à la fois les fonctions historiques de la supply chain, les approvisionnements, la planification, mais également, comme l'a dit Florian, les fonctions connexes, les achats, la qualité, le BE et autres. Donc à partir de là, on a bien cette information qui se propage immédiatement, c'est-à-dire sans prendre en compte les planifications successives, et on a à chaque instant l'information de qu'est-ce que, en tant qu'approvisionneur ou approvisionneuse, je dois tenir pour servir le client et à quel point je risque de mettre à mal ou en retard la demande du client final. Quand on dit ça, on voit que on a les visions sur la demande client, on voit qu'on a le signal qu'on peut faire, mais on reste un petit peu on-off, comme le disait Florian. C'est un petit peu plus subtil que ça. En fait, on va calculer non pas une date, mais plusieurs dates, en l'occurrence 2. Et on a un signal doit-faire idéal. Le doit-faire idéal, c'est quoi? C'est la date à laquelle je dois livrer pour répondre à la demande client, livrer le client, mais également reconstituer toutes les sécurités qui ont été prises et paramétrées dans la chaîne, puisque c'est en ayant ces sécurités qu'on va être capable d'absorber d'autres aléas. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle le doit-faire rupture. Le doit-faire rupture, c'est quoi? C'est la date à laquelle je dois livrer pour être capable de servir le client, mais en ayant consommé toutes les sécurités. C'est-à-dire que si je livre à la date de doit-faire rupture, je vais permettre de livrer le client, mais je vais mettre en tension l'ensemble de la chaîne après moi, puisqu'il n'y aura plus de sécurité. Et en fait, si je livre même après cette date-là, on est capable de calculer
quelle profondeur de retard je vais créer sur le client final et quel impact chiffre d'affaires je vais générer, puisque si je livre avec du retard, je vais mettre à mal quelques centaines, quelques centaines de milliers d'euros et avoir un impact potentiellement direct sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc on voit bien que on n'est pas on-off en fait. On parlait des messages d'exception qu'on a aujourd'hui dans le MRP. Il y a certains messages d'exception qui sont, parce qu'on est après la date, mais qui ne sont pas si importants que ça, parce qu'en fait on va juste consommer les sécurités, ce qui peut arriver. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus critiques, puisqu'on va se retrouver après la date de doit faire rupture. Donc l'objectif avec ce premier principe, c'est d'avoir la vision pour tous les acteurs de la supply chain immédiatement de quelle est la demande client et qu'est-ce que je dois faire pour y répondre. C'est cette capacité d'avoir un peu plus de nuance dans je suis en retard ou je ne suis pas en retard. Et surtout, c'est le moyen de donner à toute l'entreprise, à toutes les fonctions, la même étoile polaire, la même cible. Et on sait que tout le monde va prendre des actions pour respecter le doit faire et servir le client. Et on n'a pas des gens qui vont partir dans une direction et d'autres dans leurs propres priorités. Donc ça, c'est le premier principe de notre chaîne, c'est de calculer un doit faire. Après, la vie en entreprise et la vie des fournisseurs de la supply chain, il y a beaucoup d'impondérables, il y a beaucoup d'aléas et on ne pourra pas toujours faire ce qu'on doit faire. Donc le deuxième principe de notre chaîne, c'est de calculer un deuxième signal qui s'appelle le CFR. Le CFR, c'est quoi? C'est de dire qu'est-ce que je suis capable de produire en prenant en compte les approvisionnements, donc ce qu'on appelle le CFR externe, qu'est-ce que j'ai en stock à l'instant T pour réaliser mon plan de production, mais également, et ça c'est un petit peu compliqué avec les outils d'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais avoir en stock compte tenu de mes livraisons, compte tenu de mon plan fournisseur, et qu'est-ce que je vais être capable de produire dans les semaines, dans les mois à venir. Donc ça nous donne le CFR interne et la disponibilité des composants pour livrer le client. Et puis après, au sein de l'entreprise, on peut avoir des contraintes de fabrication, on peut avoir un plan de maintenance, on peut avoir des arrêts de ligne, des congés, plein de choses. Et donc en fait, on peut aussi, par exemple, une crème qu'on aurait voulu fabriquer en mars, pour des raisons de maintenance, la ligne sera fermée en mars, on ne pourra la fabriquer qu'en avril. Et donc, en prenant en compte toutes ces informations, on est capable de calculer un CFR complet qui prend en compte à la fois les contraintes approvisionnement, qu'est-ce que je vais avoir en stock, qu'est-ce que mes fournisseurs vont me livrer, et mes contraintes capacitaires pour donner un CFR total. Et donc, ce deuxième signal, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de dire à tout moment et à tous les niveaux de la nomenclature, parce que là, on ne s'arrête pas à un ou deux niveaux, on est capable dans des supply chains très complexes, typiquement dans l'aéronautique, de faire ce calcul sur 10, 15 niveaux de nomenclature. On est capable de dire à chaque instant, à chaque niveau, qu'est-ce qui va être faisable et à quel point l'organisation est en train de répondre à la demande du client ou pas, et donc de prioriser derrière les actions, que ce soit côté approvisionnement ou côté fabrication. Donc ces deux signaux, on les comprend assez bien. Le doit faire, c'est le jalonnement de l'ensemble des opérations, fabrication, qualité, approvisionnement, sans aucune contrainte, donc sans contrainte de capacité, sans contrainte d'approvisionnement, vraiment quel signal que je dois faire. Et le CFR, c'est à quel point mon organisation est capable de répondre à la demande client. Et on voit bien qu'il y a des moments où on a envie d'utiliser un signal, il y a des moments où on a envie d'utiliser l'autre. Et donc l'autre principe de notre chaîne, c'est bien d'avoir à chaque instant ces deux signaux sur tous les niveaux de la nomenclature et sur toutes les étapes de fabrication. Et on va voir un petit peu plus tard que c'est en comparant et en travaillant avec ces deux signaux qu'on est capable de prendre des décisions éclairées pour servir mieux le client. Donc, si on fait le bilan par rapport aux exemples et aux 4 limites qu'a cité Florian, la première sur le côté binaire du MRP, côté on-off, on voit bien que le signal du doit faire, il est beaucoup plus subtil que ça, puisqu'on a des alertes qui sont plus ou moins graves selon l'écart entre le doit faire rupture et le doit faire idéal. On est bien capable d'avoir ces deux signaux, doit faire rupture et CFR, et donc ça permet de ne pas avoir entre guillemets à faire de choix entre est-ce que je fais un plan réaliste mais qui enlève des priorités, ou un plan irréaliste qui ne me permet pas d'organiser mais qui permet de garder les bonnes priorités pour toute la chaîne.
Et enfin, en connectant l'ensemble des acteurs à la demande client, on enlève ce côté séquentiel, c'est-à-dire que si la demande bouge, les approvisionnements vont être au courant tout de suite des actions et on n'a pas besoin d'attendre un cycle de planification intermédiaire. Et surtout, on est capable d'impliquer et de donner les mêmes priorités à tous les acteurs, les approvisionnements évidemment, mais même les acteurs qualité qui, si quelqu'un a une dizaine, une cinquantaine d'avis, quel est le premier d'avis qualité, quel est le premier qu'il doit faire passer, c'est pas forcément le dernier arrivé. Et aujourd'hui, c'est des gens qui sont un petit peu exclus de ces flux-là, qu'on réintègre avec la logique notre chaîne. Alors effectivement, derrière ce concept-là, quand on l'a construit progressivement, on a vraiment voulu que l'ensemble des acteurs qui contribuent en fait à l'exécution d'un flux puissent être tous branchés sur la demande du client et pas uniquement sur ce que son client immédiat a choisi de faire, de manière à être de fait un contributeur direct, et on va voir comment, à la performance qui sera atteinte sur le service de la demande client et le chiffre d'affaires associé. Du coup, Jonathan, est-ce que tu peux nous mettre un peu dans la peau d'un CEO, d'un patron des opérations, puis d'un approvisionneur, puis d'un planificateur, qu'on comprenne un peu qu'est-ce qu'on a devant les yeux et quel type de décision on peut prendre? Exactement. Donc on va prendre 3 exemples sur différents sujets, mais qui illustrent très bien la force des concepts No Chain Planning. Le premier, c'est le tableau de bord que vous voyez, qui est le tableau de bord. Si je suis une directrice, un directeur de supply chain ou des opérations, je vais avoir envie de connaître la santé de ma supply chain. Où est-ce que j'en suis? Et donc, avec le signal doit faire, on prend en fait le chiffre d'affaires de l'entreprise, le carnet de commandes tel qu'il est positionné, et on a envie de savoir est-ce qu'il va être sécurisé ou pas. Et donc, en fait, on est capable de se dire, OK, mon chiffre d'affaires sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, il est sécurisé en vert foncé, par exemple, parce que j'ai les produits en stock. C'est facile, on sait le faire aujourd'hui. Mon chiffre d'affaires, il est sécurisé parce que j'ai tous mes composants en stock et je n'ai pas d'alerte sur ma capacité à produire. Et donc, je vais pouvoir sortir mon produit fini et livrer mon client. C'est déjà quelque chose d'un peu nouveau parce que quand les nomenclatures sont complexes, on ne sait pas forcément le faire aujourd'hui. Et enfin, et surtout, on a quel est le chiffre d'affaires aujourd'hui qui est à risque en rouge. Il est à risque soit parce que mes approvisionnements vont être en retard, soit parce que je vais avoir des contraintes de fabrication. Et donc on retrouve là le CFR interne et le CFR externe. Et donc en fait, on est capable d'avoir ce tableau de bord qui valorise, qui priorise les endroits où il faut prendre des actions pour livrer le client, sécuriser le chiffre d'affaires. Et on est donc capable derrière de se dire, OK, mes priorités, mes actions, elles sont plutôt côté appro. Pas forcément dire que c'est la responsabilité des approvisionnements, mais en tout cas, ça veut dire qu'aujourd'hui, les leviers sont chez eux. Ou alors, c'est des leviers qui sont plutôt en interne et dans la planification et la fabrication, parce que c'est là où il va manquer des heures et on risque de se mettre en retard. Donc l'objectif, on en a parlé de ce tableau de bord, c'est bien grâce au CFR d'avoir et de partager, pareil, à toutes les fonctions de l'entreprise, quelles sont les priorités et quelles sont la réponse de l'organisation à la demande client. On va prendre un deuxième exemple qui est pour les approvisionnements, parce que les approvisionneurs, c'est une bonne partie de la valeur ajoutée des supply chains industrielles, en tout cas les supply chains complexes. Et un approvisionneur, il est 2, 3, de temps en temps 15 niveaux de nomenclature en amont de la demande, et il n'a pas forcément une notion forte des priorités et de à quel point ce qu'il est en train de faire impacte le client. Donc je suis approvisionneur, approvisionneuse, des vraies priorités clients, merci. Je suis approvisionneur ou approvisionneuse, j'ai en fait une liste de fournisseurs à gérer, et en fait ce qu'on est capable de présenter, c'est voilà tes priorités parce que voilà les fournisseurs et les produits et les commandes associées naturellement qui sont en train d'impacter le client, la demande réelle du client telle que l'organisation s'est engagée à servir. Et donc on est capable de dire mon ordre d'achat, mon avis de commande, il est en train d'impacter parce qu'il arrive tard la commande finale, la fabrication du produit fini à hauteur de tant de millions d'euros et avec une profondeur de retard de tant de jours, tant de mois. Et donc ça permet aux approvisionneurs d'avoir les vraies priorités, de les avoir tout de suite.
Ça permet aux approvisionneurs d'avoir une notion financiarisée de quel est leur travail, de redonner du sens. Fabrice disait en introduction qu'on avait des problèmes de donner du sens et de retenir les gens. En fait, ça, c'est un vrai moyen de remettre en fait, l'approvisionneur devant la demande client et devant les bonnes priorités. Et ensuite, on lui donne aussi les marges de manœuvre qu'il a et les moyens de planifier correctement en travaillant sur le doigt-faire idéal et le doigt-faire rupture, et donc quelles sont les marges qu'il a. Entre telle date et telle date, il n'est pas en train de mettre à mal la demande client, et sinon il a des impacts. Et donc, ce tableau de bord approvisionneur, par exemple, permet effectivement à chacun d'avoir les bonnes priorités, de les avoir au plus tôt, sans attendre une replanification de la fabrication, et donc d'avoir un impact direct et de connaître l'impact direct sur le service client. On a vu le cockpit général, la santé de la supply chain, le tableau de bord des approvisionneurs, et on se retrouve après dans ce qu'on voit souvent comme le cœur de la supply chain, même si c'est le processus d'adéquation charge-capacité, un processus pitch ou SNOP. Alors, c'est même pas toujours le problème, parce que de temps en temps, les capacités sont installées et on a traité 90% des problèmes avec les approvisionnements. Mais quand on fait un exercice charge-capacité, on s'est tous retrouvés dans une réunion pitch, dans une réunion PDP, et il va falloir prendre une décision de quelle capacité je mets en face de la demande. Est-ce que je m'assure d'avoir 80% de ma capacité? Est-ce que je m'assure d'être à 100% Et j'ai même eu des cas de gens qui se chargeaient volontairement à 120%, puisque les responsables de production disaient de toute façon, je n'aurai pas les approvisionnements, je vais me charger un peu plus, au moins j'aurai de quoi occuper ma ligne s'il y a des problèmes côté appro. De bonne manière de perdre encore plus les priorités. Exactement. Et donc, avec les deux signaux, doit faire et sait faire, on est capable de prendre des décisions, pour le coup, beaucoup plus éclairées. Donc on a là, devant vous, une courbe de capacité cumulée. Donc au cours du temps, la capacité s'ajoute. Et on voit qu'on a plusieurs zones. La première zone, la zone grise hachurée, tout en haut, c'est, en fait, ça correspond au sait faire externe. Ça veut dire que dans cette zone-là, si j'ouvre des capacités à ce niveau-là, je ne vais pas être capable d'alimenter mes lignes. Donc si je mets en place des capacités, de toute façon, ça va simplement se traduire par des heures de production perdues, puisque les approvisionnements ne seront pas là et je ne pourrai pas occuper ma ligne. De l'autre côté, en rose, on a la capacité minimum que je dois mettre en place pour ne pas générer de rupture supplémentaire. C'est-à-dire que ça correspond à mon doigt faire rupture. Si j'ouvre ma ligne plus bas que cette courbe rose, je suis en train de générer des ruptures clients et donc potentiellement un impact chiffre d'affaires pour l'entreprise. Ça veut dire que si je suis dans cette zone, tous mes clients internes en aval vont devoir avoir des vrais soucis pour respecter la demande. Exactement. D'ailleurs, ils ne pourront pas respecter la demande et il en aura encore un problème de priorité là-dessus. Et on a ensuite les zones jaunes et vertes qui correspondent à la limite du doigt-faire idéal et du doigt-faire rupture. C'est-à-dire que si je mets en place ces capacités, je suis en train de servir la demande client, mais potentiellement, si je suis dans le jaune là, en train de mettre un petit peu de tension sur l'aval et sur les opérations après moi. Et ensuite, on a cette dernière courbe en gris, qui est assez importante. En fait, c'est dans cette zone-là, je suis en train de mettre en place une capacité que je vais pouvoir remplir, je vais avoir les composants. Par contre, je suis en train de servir plus que la demande client, de créer de l'anticipation et de créer du stock. Ouais, exactement. Trop tôt, en fait. Et ensuite, ça devient, pour le coup, une vraie décision managériale de se dire, est-ce que, quand je suis dans un processus PDP ou un processus PIC, est-ce que je décide d'ouvrir ma ligne quand même, de générer de l'anticipation et du surstock, mais parce que je souhaite utiliser ces heures de production, ou au contraire, est-ce que je suis capable, je ne suis pas toujours, je suis capable de diminuer la capacité en utilisant les ressources, les machines pour d'autres choses, enfin les ressources, ou est-ce que je suis capable de piloter ma capacité pour rester au trait sans générer de surstock. Dans tous les cas, ça devient une vraie décision d'entreprise et une décision managériale parce que grâce à la comparaison entre ces deux signaux, je suis capable de savoir à chaque instant
ce que je vais être capable de faire, ce que je ne pourrai pas faire et ce que je dois faire pour répondre à la demande client. Merci beaucoup. On voit effectivement à travers ces différents exemples finalement ce à quoi les approvisionneurs, les planificateurs, les gens de la qualité, etc. sont finalement ce qu'ils utilisent pour prendre ces décisions dans ce concept No Chain Planning. On se rend bien compte effectivement que chacun se sent partie prenante de fait, puisqu'il a l'objectif in fine, il a les zones interdites dans lesquelles ne pas rentrer, ou les zones fortement déconseillées. Et donc chacun effectivement a les moyens de réussir le pari qui est de servir la demande client. Et voilà, sort de l'isolement dans lequel les méthodes traditionnelles le mettent derrière un mur d'alerte qui ne veulent pas plus dire grand-chose. Alors, on peut difficilement parler de ce genre de concept sans parler des résultats que ça permet d'atteindre. Si on regarde ce qui s'appelait avant le triangle de la supply chain, qui s'appelle maintenant le carré, avec la durabilité qui vient compléter les enjeux de service et de chiffre d'affaires, les enjeux de réduction de stock ou d'avoir la bonne qualité de stock, et les enjeux de coût de la supply chain. Sur la partie service, dont on a beaucoup parlé, mais il y a effectivement le stock qui est aussi le pendant qu'il faut savoir optimiser. Sur la partie service, quand on a mis en place ce concept, ça a permis d'atteindre de sauver entre guillemets jusqu'à peu près la moitié du chiffre d'affaires non servi, sous forme finalement de suppression des retards, voilà, avec des enjeux de pénalité dans certains secteurs que je vous laisse imaginer. Sur la partie stock, c'est le même chiffre. C'est un hasard, mais en gros, quand on regarde la qualité des stocks, c'est-à-dire l'écart des stocks qu'on constate par rapport à une norme qu'on a définie, cette méthode permet assez rapidement de rapprocher, enfin de supprimer une bonne moitié de l'écart à la norme sur le stock, donc de se rapprocher des stocks idéaux. Sur les coûts, c'est intéressant d'en parler parce que et c'est très lié à la durabilité sur cet exemple-là, c'est que les coûts, typiquement, on voit quand on implémente le concept que les gens gagnent énormément en sérénité. Hein. Forcément, ils n'ont plus 10 000 alertes à traiter chaque jour, mais la liste des actions qu'ils doivent faire dans le bon ordre et la capacité aussi pour eux d'indiquer à leurs voisins ce qu'ils ont réussi à lever comme contrainte. Et du coup, on gagne en efficacité et ça permet souvent à nos clients d'absorber la croissance à ISO effectif de planification dans une logique de rétention qui est très importante. Et ça sera le quatrième sujet, la durabilité. On gagne énormément en sérénité dans les équipes. Et à travers quelque chose qu'on n'a pas forcément détaillé, mais notamment un doit-faire de deux types, qui est doit-faire si je dois prendre l'avion ou doit-faire si je dois prendre le bateau, de contribuer aussi à la décarbonation de la supply chain. Voilà, et ces résultats, ils sont significatifs. Maintenant, la question, c'est oui, mais dans quel type de secteur on peut imaginer mettre en place ce concept? Florian? Alors, peut-être déjà de manière générale, les secteurs, c'est à partir du moment où il existe un amont industriel sur lequel on produit quelque chose, il y a évidemment un sens à cette méthode. Et on voulait juste prendre quelques instants pour illustrer maintenant, au travers de ces secteurs-là et avec quelques exemples, un peu ce qui s'est passé dans les dernières années et se dire en quoi No Chain Planning, d'une certaine manière, aurait pu changer les choses. Je vais prendre une anecdote qui est celle de juste pendant le Covid et post-Covid. Il se trouve qu'on travaillait pour des fournisseurs de maroquinerie, de pièces métalliques. Et c'était très intéressant de voir un peu toute la cinématique des 4 dernières années. Au moment post-Covid du redémarrage, on avait des discussions entre des grands donneurs d'ordre vis-à-vis de ce fournisseur de pièces métalliques, grand donneur d'ordre de maroquinerie. Et où les discussions entre les directeurs des achats et cette petite entreprise, c'était attention, il y a le marché chinois qui repart de manière extrêmement forte, un peu comme dans le secteur d'Hermo au même moment. Et il faut absolument augmenter toutes les capacités de production, etc. Et quand on regardait le vrai système d'information, la réalité de ce qui se passait dans la vraie vie, c'est-à-dire pas les dialogues, on va dire chef à chef, mais la réalité opérationnelle, rien ne s'est passé. Et les choses qui se sont passées, les vrais signaux qui sont arrivés chez ces fournisseurs de rang 1, ils sont arrivés 6 mois plus tard. Ils sont arrivés 6 mois plus tard pour les mécanismes dont on a parlé, c'est-à-dire cette non-connexion à la demande client, cet effet séquentiel, etc. Et là, on peut avoir fait travailler du software development en disant oui, il faut mettre des découplages, de la différenciation retardée, des stocks, de tout ce qu'on veut.
La réalité, c'est que quand on découvre 6 mois plus tard une hausse qu'on le savait 6 mois avant, de toute façon, c'est irrattrapable. Aucune politique de stock ne peut le rattraper. Et ça s'est vécu dans le secteur de la Maro, dans le secteur de la Dermo de la même manière, avec des dialogues d'investissement pour les verriers, pour comment, à un moment donné, on investit dans des fours, etc. Et avec des vraies questions chez ces fournisseurs-là, en se disant, mais attendez, est-ce que vraiment on arrive bien à capter cette demande-là? Est-ce qu'elle va être soutenue à ce point? Et là, on est dans le moment où on s'aperçoit qu'elle n'était pas si soutenue, qu'elle était un effet de reprise de retard, et où on est en train de rebasculer complètement dans un autre phénomène qui est celui du surstock et avec la baisse du marché chinois, etc., d'un gros repli qui amène le sujet dans son pendant inverse, qui est celui du surstock. Et on voit bien qu'à un moment donné, ne pas capter le plus tôt possible cette demande client-là, elle a des effets monstrueux dans les moments qu'on a vécus. Et après, évidemment, sur l'aéro, il y a des choses similaires avec tant la demande civile qui est restée très forte post-Covid, enfin qui est repartie très forte post-Covid, et puis après, évidemment, toute la partie militaire qui, de toute façon, est tirée par le contexte géopolitique. Donc, tous ces secteurs-là ont vu ça, et on comprend bien que le monde du passé, MRP, à un moment donné, il est plus capable de gérer ces à-coups-là. Et quand on voit effectivement les caractéristiques de ces différents secteurs, il y a effectivement, ça ressemble beaucoup à, quand on fait la réunion de toutes ces caractéristiques, c'est assez difficile de ne pas trouver un secteur qui ne soit pas concerné par ce concept. On voit notamment que l'aéronautique et l'horlogerie se ressemblent beaucoup alors que les produits n'ont rien à voir en termes de dimension supply chain. Alors, on a parlé du concept, on a parlé des résultats que ça permettait d'atteindre, on a parlé des secteurs d'application en donnant 4 exemples. Est-ce que, Jonathan, tu peux nous parler de la démarche d'implémentation ? No-Chain Planning, c'est un concept et des modes de fonctionnement assez nouveaux. Donc, c'est une vraie démarche de transformation qu'on lance quand on met en place No-Chain Planning. Par contre, c'est une démarche qui est complètement tirée par la valeur. Et donc, en fait, à chaque étape, on se rend compte qu'il y a des améliorations. Donc, ce qu'on fait en règle générale, c'est une première phase de test, et après 1 mois, on a les concepts No-Chain Planning qui sont testés, on a fait l'état des lieux, on a fait un POC No-Chain, et on est capable de se convaincre que c'est la bonne manière d'avancer dans le pilotage de la supply chain. On a une deuxième étape, après 3-4 mois, où ça y est, on voit un petit peu mieux ce qui se passe, la supply chain voit mieux. On a montré le cockpit, donc les managers ont la vision sur la santé de la supply chain, où sont les points durs. En général, on commence plutôt avec les approvisionnements, et les approvisionneurs sont connectés à la demande client et non plus à la demande de la demande de la demande, etc. Et on commence à courir un petit peu moins et à voir mieux les priorités. Et ensuite, ça dépend forcément des secteurs et de la complexité de la supply chain. Après 6 mois, 12 mois, 1 an, les principes, le doit faire, le sait faire, alimentent l'ensemble des processus, alimentent le processus PDP, alimentent les calculs de charge capacité, et surtout irriguent l'ensemble des fonctions. Et donc, toutes les fonctions de l'entreprise sont alignées. Qualité, méthode, BE. Exactement, sont alignées sur les mêmes priorités et sur la demande client. Très bien, merci pour cette approche. Alors, on arrive à la fin. Si on devait résumer finalement ce qu'on s'est dit aujourd'hui, No-Chain Planning, c'est vraiment un concept en rupture. Je dirais que depuis, ça fait au moins une bonne 40aine d'années que rien de neuf était arrivé sur ce sujet-là. Et donc, ça fait une bonne 40aine d'années que la supply chain se complexifiant de plus en plus, les planificateurs et l'ensemble des personnes qui contribuent au service de la demande souffrent de plus en plus. Donc ce nouveau signal, il est basé donc sur ce nouveau concept, pardon, est basé sur 2 signaux, le doit faire, le sait faire. On a vu à quoi ces 2 signaux servent, et notamment qui permettent de stabiliser les plans énormément. Grâce à notre chain planning, on fait réellement rentrer le client dans l'usine. Faire rentrer le client dans l'usine, c'est un terme un peu galvaudé, dont on parle depuis là aussi quelques dizaines d'années, mais sauf que là, on donne l'information du client à chaque étape de la nomenclature et de la chaîne industrielle. On gagne à peu près sur tous les tableaux, et notamment sur le chiffre d'affaires servi à l'heure et la qualité du stock qui est nécessaire pour servir ce chiffre d'affaires client.
Et enfin, on est capable, à travers ce concept, de mettre en place une démarche de manière progressive, pas à pas, pour que chaque pas, finalement, permette d'être une vitrine pour le suivant et que voilà, la sérénité des gens augmente et que ce concept se déploie de manière quasi virale. Voilà, on en arrive à la fin de cette première partie du webinaire. Je propose qu'on passe à la session questions-réponses. Est-ce que, Johanna, tu peux nous donner les premières questions qui ont été posées ? Oui, alors une question, c'est... En fait, il y a deux questions en une. À la fois, quelle est la compatibilité avec la méthode des DMRP ? Et aussi, quelle différence ou avantage pour notre chain versus des DMRP avec des buffers bien dimensionnés, bien paramétrés, qui gèrent également par essence les niveaux de priorité ? La question autour de DMRP, c'est une bonne question, au sens où la méthode, elle a posé les mêmes... Déjà, peut-être pour introduire, elle a posé les mêmes constats, et c'est une méthode qui a du sens dans certains secteurs, dans certaines configurations, etc. Par contre, il y a effectivement, quelque part, les deux méthodes sont à l'orthogonale. Il y en a une qui dit, comme ça vibre, évidemment, là je vais faire légèrement vulgariser, mais plus pour la compréhension, comme ça vibre, je bufferise et j'essaie de me déconnecter, découpler de cette demande client. Et notre chain planning qui prend un virage un peu à 90 degrés sur ça, qui dit autre chose, qui dit la vibration, c'est pas la vibration. Il y a des bonnes vibrations et il y a des mauvaises vibrations. Les mauvaises vibrations, c'est toutes les vibrations qui sont internes au système de production qui viennent perturber la lecture du signal par les gens. La vibration du signal client, si tant est que, je parie que pour la plupart des gens qui nous regardent, ils ont investi des millions d'euros dans du ML, sur les prêves, etc. En tout cas, évidemment, c'est une lame de fond. À un moment donné, quand on est en train d'essayer d'investir sur la qualité de cette demande, c'est quand même dommage de ne pas s'y raccrocher et de bénéficier de tous ces avantages-là. Et donc, dans ce sens-là, et quand on reprend tous les moments qu'on a vécu post-Covid, etc., ou dans des secteurs à fort renouvellement de nouveautés, etc., ça devient très très compliqué de se dire qu'on se passe de ce signal-là qui maintenant essaye de prédire l'influence des fameux influenceurs, etc., de se dire, non, je vais en faire fi. Et donc la différence fondamentale, c'est que le postulat fondamental, c'est qu'il faut écarter des vibrations qui n'ont pas de sens, mais par contre, celle de la demande, si tant est qu'on y investisse, il faut la capter et elle est fondamentale. Et je vais prendre un autre secteur, celui de l'aéro. L'aéro, les cadences avions, elles sont connues, c'est le client. On ne peut pas se dire qu'on va driver une supply chain en se disant non, ces cadences avions-là, je vais faire comme si je ne les connaissais pas. On sait comment une FAL d'Airbus A320 sort d'avion chaque mois. Donc c'est ça la vraie différence qui existe entre les deux. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas d'applicabilité du DMRP, mais il y a des postulats qui sont radicalement différents. Sur la qualité du paramétrage des buffers, se pose la même question et le même enjeu que du paramétrage des délais de sécurité, des tailles de l'eau minimum. Les deux, effectivement, sur ce sujet-là, c'est un très bon point. Sur ce sujet-là, de la question de où est-ce que je positionne mes stocks, avec quel dimensionnement, des DMRP n'a pas révolutionné ce sujet-là, au sens ça fait des années que c'est une question. Il a révolutionné la manière de les calculer avec une approche simplifiée. Mais pour le fond, c'est une question des supply chains qui existent depuis longtemps. Et ni cette méthode-là, ni le DMRP, ni le MRP ne se passent d'un dimensionnement correct et d'un positionnement correct des sécurités. Dans tous les cas, c'est un point commun des trois méthodes. Et alors, compatible ou incompatible ? Est-ce qu'on peut faire un DDMRP sur un demand-driven distribution et une réponse sur l'amont ? Réponse d'ingénieur et de consultant compatible, réponse d'un opérationnel incompatible au sens, c'est d'un point de vue change et transfo quasi impossible de se dire qu'on va réfléchir avec deux méthodes différentes qui réfléchissent un peu diamétralement opposées. Donc techniquement oui, d'un point de vue change et transfo, honnêtement c'est plus compliqué. Ouais. Est-ce que ça marche pour le make to stock comme pour le make to order ? Que ce soit make to stock ou make to order, y compris le make to order où il y a beaucoup d'entreprises industrielles complexes qui sont dans ce make to order, dans le ferroviaire, dans l'Alstom Transport, etc.
ça s'applique absolument de la même manière dans le make-to-order que dans le make-to-stock. C'est quoi les prérequis en termes de maturité, de processus ou même d'outils IT à la mise en place de cette méthodologie no-chain? Alors, effectivement, il y a des prérequis qui sont enfin, des prérequis. En tout cas, ça se base sur une certaine maturité des process MRP ou MRP2 comme ils ont été déployés et sur un certain nombre d'éléments de qualité de données comme n'importe quelle méthode ou n'importe quel autre sujet. Donc ça, évidemment, alors c'est pas vraiment un prérequis, mais ça doit être traité de manière conjointe parce que de toute façon, on ne peut pas passer sur cette méthode-là sans avoir une bonne qualité de données, sans avoir une certaine maturité basique de comment fonctionne une supply, etc. Après, il nous est arrivé très fréquemment de mettre en place ce concept en parallèle de la fiabilisation d'un certain nombre de master data qui sont essentiels effectivement à la performance du concept lui-même. Et d'ailleurs, enfin, souvent, ce qu'on fait, puisqu'on est en train de regarder un petit peu toutes les informations, tout le détail, c'est qu'en le mettant en place, on se retrouve à avoir une sorte de cockpit qui nous dit les endroits où on a des vrais sujets de qualité de données et donc ceux qu'il va falloir traiter en priorité. Une autre question? Je vois le temps qui passe. Alors, comment gère-t-on le lissage? Si je ne suis que la demande client, je ne vais pas pouvoir anticiper mes lissages capacitaires. Que des bonnes questions. Dans les concepts qu'on a montrés là, on a fait volontairement simplifier parce qu'il fallait tenir dans un temps raisonnable. La réalité, c'est que le doigt-faire idéal dont a parlé Jonathan, il se décline en deux sous-signaux, celui qui est le client pur et le client pur plus les anticipations. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on prend des décisions d'anticipation sur un niveau de nomenclature parce qu'on en a besoin industriellement, ça se propage et ça va tirer au-delà la suite de la supply chain. Mais c'est une méthode qui fait augmenter les stocks, car on fait courir les fournisseurs sur une demande qui n'est peut-être pas faisable. Donc sur ce sujet-là, c'est pareil, pour être tout à fait précis, on a dit on tirait la demande par rapport à la demande client. Ce qu'on n'a pas abordé là dans le webinaire, c'est quel choix de demande client et quel choix de sécurisation on prenait. L'exemple, la question qui est posée là, c'est dire ok, vous êtes gentil, on dit ça, il y a tout le monde qui court, on s'aperçoit qu'il y a un limitant. On prenait l'exemple tout à l'heure, l'étui n'est pas là et tous les autres fournisseurs sont à l'heure, le verre, les pompes, et puis à la fin, donc il y a tout un tas de composants qui vont être là à l'heure et qui vont attendre des mois et des mois que le dernier limitant arrive. Ça, c'est l'exemple de la question. Ce qu'on n'a pas dit là-dedans, c'est que ce qu'on cherche à faire dans cette méthode, c'est non pas de dire je suis de manière hébétée la demande et les sécurités telles que je les ai positionnées, mais c'est je suis capable d'arbitrer entre un chiffre d'affaires non servi, ce qu'a montré Jonathan tout à l'heure sur un article en disant en fait je vais avoir 5-10 millions de chiffres d'affaires non servis parce que j'ai des manquants. Et en même temps, on ne l'a pas montré ici dans le webinaire, mais capable de visualiser les surstocks qui attendent ce dernier manquant, c'est-à-dire qui attendent le pauvre étui, et du coup de prendre une décision éclairée sur le signal, le fameux signal client dont on parle, en se disant est-ce que du coup, face à une incapacité à livrer, je réduis ma sécurisation pour éviter de surstocker? Est-ce que je réarbitre sur cette demande-là? Et donc la méthode n'est pas en train de dire jamais je ne bouge le signal de tête, elle est plutôt en train de dire de manière subtile comment ce signal de tête doit être parfaitement arbitré, parce qu'après, une fois qu'on a décidé de courir sur quelque chose, l'ensemble de la supply est connecté sur cette demande client-là. Et c'est un peu ça l'objectif, c'est de redonner toutes les informations, tous les moyens de collectivement se dire quel est le signal de demande, le bon sur lequel je m'engage en tant qu'organisation, si possible la demande client, mais si j'ai des problèmes structurels de disponibilité des composants ou capacitaires, à ce moment-là, il y a un choix managérial de se dire non, on va suivre ensemble un autre signal parce qu'on sait qu'on ne peut pas y répondre. Exactement. Et si on prend, pour relier à des exemples sectoriels, dans l'aéro, il y a beaucoup d'entreprises, enfin des fournisseurs de rang 1 qui
qui font des plans de recovery en disant de toute façon là la demande on n'est pas du tout capable de la servir, en lien avec les grands donneurs d'ordre pour se dire bon bah maintenant de toute façon je ne tire plus ma supply chain sur cette demande là parce qu'on a acté qu'elle était de toute façon devenue pleinement irréaliste. Mais voilà, c'est pour compléter sur cette question là. Merci Florian. Alors quid de la connectivité avec les ERP du marché et quid des contraintes d'interfaçage? Alors, la question, elle suppose sujet, je vais prendre un peu de recul avant de parler d'interfaçage, la question des outils pour faire ça. Là, tout ce dont on a parlé, c'est des concepts, en se disant, nous, on pense qu'il faut aller vers d'autres concepts, et maintenant, évidemment, la question se pose avec quels outils. Il se trouve que de notre côté, nous, on a développé nos propres outils pour que les concepts dont on parle là ne soient pas du yaka faucon de consultant, mais bien un truc concret mis en œuvre, et pour lequel nos outils sont interfacés avec les ERP comme SAP. Et après, peut se poser la question, et il y a des clients qui l'ont fait, de se dire, c'est pas ce choix-là que je veux faire, je veux... on va dire, mettre à profit mon système d'information tel qu'il existe et investir dedans pour appliquer ces concepts-là, qui est une autre voie, potentiellement des fois plus coûteuse, mais qui est une autre voie possible. À l'arrière, ce n'est pas la voie de l'outil qui contraint. Il se trouve que nous, on en donne un, parce que sinon, encore une fois, on a un concept, mais on n'est pas crédible parce qu'on n'est pas capable de l'appliquer. Pour autant, il y a plusieurs voies qui peuvent se faire. C'est vrai qu'appliquer le concept sans aide de nature informatique, c'est compliqué, puisqu'on a présenté tout à l'heure de manière très simple, doit faire, elle sait faire. Ne serait-ce que le calcul de ces dates-là, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il faut systématiquement faire le pegging entre la demande et les besoins, et ce à chaque niveau de nomenclature. Donc ça peut pas se faire avec un boulier, quoi. Il faut nécessairement un appui informatique. Je vois qu'on arrive au bout de ce webinaire. De cet épisode numéro 8 sur le Node Chain Planning. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, écoutés et qui ont posé les questions. Merci Florian, merci Jonathan. Et donc, je vous donne rendez-vous à l'épisode numéro 9 sur la décarbonation des transports et comment aller un peu plus loin que les idées reçues. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci.